Loi de Kepler. Johannes Kepler est un astronome qui a étudié l'hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic. Il se base sur les mesures de Tycho Brahe dont il était le disciple. Ces découvertes permettront à Isaac Newton d'élaborer la théorie de la gravitation universelle. Première loi de Kepler. Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire d'une planète est une ellipse dont le Soleil est l'un des foyers. Précisons que cette animation et les suivantes ne sont pas à l'échelle et que cette loi s'applique au centre de masse de chaque astre. Par ailleurs, Kepler constate que les segments de droite reliant les centres de masse de la Terre et du Soleil balaient au cours d'une même durée des aires égales. Cela signifie que l'aire 1 et l'aire 2 sont égales pour peu qu'elles aient été balayées au cours de la même durée. La deuxième loi de Kepler s'énonce donc ainsi: le segment de droite reliant les centres de masse du Soleil et de la planète balaie des aires égales pendant des durées égales. Cela s'explique par le fait que la valeur de la vitesse d'une planète le long de sa trajectoire varie. Elle est maximale lorsque la planète est la plus proche du Soleil. Notre Terre n'échappe pas à cette propriété. Pour comprendre la troisième loi de Kepler, il faut définir le grand axe de l'ellipse, qui est son plus long diamètre. La longueur du demi-grand axe est notée petit a. D'autre part, la durée d'une révolution, c'est-à-dire d'un tour complet de la planète sur son orbite, est appelée période de révolution et notée grand T. Kepler énonce que ces deux paramètres sont liés dans sa troisième loi. Pour toutes les planètes du système solaire, le rapport T au carré sur A au cube est égal à une constante. Nous pouvons démontrer cette troisième loi dans l'approximation des trajectoires circulaires, comme celle de l'orbite terrestre. En effet, bien que l'orbite terrestre soit rigoureusement elliptique, la distance Terre-Soleil ne varie que de 3% au cours d'une révolution. Ainsi, l'orbite de la Terre peut être assimilée à celle d'un cercle. Notons petit r le rayon de cette orbite. La distance parcourue par la Terre au cours d'une révolution est 2π fois r. L'application de la deuxième loi de Newton permet de déterminer l'expression de la valeur de la vitesse dans l'hypothèse d'une orbite circulaire. V est égal à racine de g fois la masse du Soleil divisé par r. Cette valeur étant constante, V est égal à d sur delta t, d'où l'on peut extraire la durée delta t. Appliqué à l'exemple de la Terre, cela donne l'expression suivante, qui élevée au carré et après réarrangement des termes donne. Ainsi, t au carré sur r au cube est égal à 4π carré divisé par g fois ms, qui est une constante. On peut remarquer que plus la planète est éloignée du centre attracteur, et plus sa période de révolution augmente. Application. Établir l'expression de t au carré sur r au cube pour une planète du système solaire dont on supposera l'orbite circulaire. En déduire la période de révolution de la planète Saturne. Voici les données. D'après la deuxième loi de Newton, V est égal à racine de g fois ms sur r. De plus, t est égal à d sur v, avec d égale 2π fois r. Donc en remplaçant et en élevant au carré, on obtient le rapport recherché qui est bien constant. Déduisons la période de Saturne de ce résultat. On peut donc écrire t au carré de Saturne sur r au cube de Saturne est égal à t au carré de la Terre sur r au cube de la Terre. Ce qui conduit au résultat suivant en isolant t au carré de Saturne, puis en prenant la racine. L'application numérique donne comme résultat 9,89 fois 10 puissance 3 jours. Ainsi, la période de révolution de Saturne est de 27 ans. À retenir, les deux premières lois de Kepler permettent de comprendre le mouvement des planètes. La troisième loi de Kepler énonce que, pour toutes les planètes du système solaire, le rapport T au carré sur A au cube est égal à une constante, et que dans le cas des trajectoires circulaires, ce rapport devient 4π au carré divisé par g fois ms. À noter que ces propriétés s'appliquent également pour tout satellite tournant autour d'une planète, la constante de Kepler dépendant cette fois-ci de la masse de la planète. Réalisons un petit test de 3 questions, mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. La relation suivante est valable a. Uniquement pour les trajectoires circulaires, b. Uniquement pour les trajectoires elliptiques, c. Pour les trajectoires circulaires et elliptiques.
les trajectoires elliptiques, la constante est égale à t au carré sur a au cube, avec a le demi-grand axe de l'ellipse. Cependant, dans le cas particulier de trajectoire circulaire, le demi-grand axe est égal au rayon r de la trajectoire de la planète. La réponse C est donc correcte. Question 2. Choisir là où les bonnes réponses. La période de révolution d'une planète dont on suppose l'orbite circulaire dépend a. de la masse de la planète, b. de la distance planète-Soleil, c. de la masse du Soleil. Pour les trajectoires circulaires, le rapport t au carré sur r au cube est égal à une constante. Cette constante est égale à 4pi carré sur g fois la masse du Soleil. Ainsi, la période de révolution dépend de la distance planète-Soleil r. La réponse B est donc correcte, mais elle dépend également de la masse du Soleil. La réponse C est donc aussi correcte. Question 3. Choisir la bonne réponse. Associer l'objet à la bonne période de révolution. On supposera que ces objets ont une trajectoire circulaire autour de la Terre. Réponse A, A1, B2, C3. Réponse B, A2, B3, C1. Réponse C, A3, B1, C2. Le rapport t au carré sur r au cube est égal à une constante. Donc, t au carré est égal à la constante fois r au cube. Par conséquent, plus l'objet est éloigné du centre attracteur, ici la Terre, plus la période de révolution est grande. La réponse B est donc la bonne réponse.